good a football team you are. Be ready, positive. Bienvenue ici au stade. Centre d'Israël, ouais. Fantastique. C'est de l'Anderlecht historique. L'RP est à la fête ce soir. Ça c'est l'Anderlecht comme on aime. Et ça fera surtout une magnifique victoire du Sporting d'Anderlecht. Voilà, bonjour. Je suis entouré aujourd'hui pour ce podcast dédié à 120% à la formation de jeunes d'Anderlecht, qui nous procure beaucoup de plaisir en équipe première. Je suis entouré pour ce podcast par un icône du Sporting, Jean Kindermans, qui a grandi Prince de Liège, un quartier d'Anderlecht, qui a passé toute sa carrière footballistique avec quelques petites interruptions ailleurs à Anderlecht. Et René Peters, le fils du Bonaire, c'est à 2 pas de Neerpede, donc il connaît le club mieux que quiconque, et entraîneur aujourd'hui des U21, si je ne m'abuse. Assistant, oui. Assistant, oui, mais t'es dans le staff, t'as fait toutes les équipes quasi. Et un Liégeois, il en fallait un, Christophe qui nous suit, qui nous connaît très bien depuis plusieurs années. Je commence avec Jean. Jean, nous sommes réputés pour notre formation. Je ne vais pas tous les citer, toutes les stars qu'on forme, qui jouent au sommet du football européen. Mais est-ce que toi, tu peux définir ce qu'est Anderlecht ? Oui, une difficile introduction. Anderlecht, c'est la DNA du club, c'est joueurs formés de façon technique, la technique avant tout, dominance, attaquer et procurer du plaisir aux supporters anderlechtois. René, est-ce que c'est une vocation pour être coach chez les jeunes d'Anderlecht ? Parce que c'est un rôle qui est assez dans l'ombre et qui produit des stars, pas toujours évidemment, mais des stars au niveau mondial qui vous sont d'ailleurs très reconnaissants, on y reviendra. Une vocation, pour moi personnellement, c'est surtout un envie de travailler avec les jeunes. J'ai pas été éduqué pour dire qu'un jour je serai entraîneur. Je suis un peu tombé en dedans par hasard. Est-ce que tu peux raconter comment tu es revenu ? Parce qu'il faut savoir que René a joué un match en équipe première, il a été formé entièrement à Anderlecht. Tu as fait toutes les équipes de jeunes. Tu es parti alors dans d'autres clubs. C'était une autre période, la concurrence était énorme dans ta génération, d'ailleurs pour Jean aussi. Comment tu es revenu à Anderlecht comme coach ? C'est venu un peu... j'étais blessé à un certain moment et j'avais mon frère qui était dans le scouting Anderlecht à ce moment-là déjà. Et un jour, bêtement, je lui ai une fois dit tiens, il faut s'entraîner avec les petits comme ça doit encore être chouette, bien. Et j'ai commencé avec les U9. Ouais. Donc... tout simplement U9 et puis comme ça l'année d'après c'était U10 et puis c'était les U14 et puis finalement tout doucement ça devenait de plus en plus intéressant naturellement et une fois que tu as pris goût et quand tu vas jouer ces petits jeunes comme ça c'est un plaisir d'être sur un terrain et c'est comme ça que je suis revenu à Anderlecht. Mais vous avez connu le noyau A aussi, dans le staff du noyau A une période. Maintenant les jeunes, en quoi c'est très différent et qu'est-ce qui est le plus agréable peut-être entre le noyau A et les jeunes ? Pour moi, personnellement, je préfère travailler avec les jeunes, de les former et dès qu'ils sont vraiment prêts, de les ramener dans le noyau A. Mais bon, naturellement, travailler dans le noyau A, c'est une expérience. Et en plus, quand tu as eu quelques joueurs qui étaient avant chez les jeunes et tu les côtoies après dans le noyau A, ça fait doublement plaisir, naturellement. Mais pour moi, personnellement, je trouve que j'ai plus de plaisir à travailler avec les jeunes pour les préparer pour le futur. Alors, René, donc, on s'est quand même un peu préparé pour cette interview. J'ai appelé quelqu'un pour savoir ce qu'il pensait de toi, quelqu'un que tu as eu entre tes mains. C'est Leander de Donker qui joue à Wolverhampton aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit à ton sujet. Ik heb René gehad zowel bij de min 19 als bij de belofte. En ik had zijn trainingen altijd heel graag. Omdat René iemand is die heel voetbalminded is. En ik weet ook nog in die periode was toen Barça, waren het de gloriejaren een beetje van Barça met hun dreamteam. En ik weet ook nog dat René Peters ook, dat hij het voetbal ook heel aantrekkelijk vond. En
Hij was dus ook iemand die heel veel de nadruk legde op balbezit, op training vooral. En daarom dat ik het ook altijd hele leuke en heel interessante trainingen vond. Omdat hij er heel veel balbezit in stak. Hij wou ook gewoon altijd voetballen, de ploeg laten voetballen. Hij was ook iemand die toch wel streng kon zijn en echt altijd veel energie in de trainingen stak. Voilà, donc je traduis rapidement. Donc c'est Leandre Donker qui joue à Wolverhampton qui dit à ton sujet que tes entraînements étaient très agréables à suivre, avec football technique dominant, axé sur la pression, et que tu admirais tout comme lui le grand FC Barcelone, le football du grand FC Barcelone de Xavi, Iniesta, Busquets, etc., dont Leandre est fan. Mais ce qui m'a quand même surpris, étonné un peu, c'est que, et c'est unanime parce qu'on a téléphoné plein de monde, c'est que tu es quelqu'un de très positif, qui donne beaucoup d'énergie, mais tu es sévère aussi. Je ne me rends pas compte que je suis vraiment sévère, je pense pas, mais je pense que l'essentiel c'est que Exigeant. Voilà, je pense que c'est plutôt exigeant, mais bon, sévère, c'est être dur au bon moment, être sympathique à d'autres moments. Je pense que pour travailler, moi je pense que je sais travailler en rigolant. Je pense qu'on sait bien travailler. J'ai pas la méthode de dire que une fois qu'on monte sur un terrain qu'il faut être sérieux, on doit être concentré, on doit savoir avec quoi on est occupé, mais de l'autre côté, chaque joueur est différent, et moi aussi j'ai mon caractère et j'aime bien de rigoler, c'est vrai, mais je pense que de temps en temps, si vraiment quelqu'un commence à un peu trop déconner, je pense qu'à ce moment-là, il faut intervenir, quoi. Et bon, est-ce que c'est sévère? Oui, peut-être bien, par moment. Mais il faut l'être. Jean, tu as un rôle pas toujours facile, parce que tu dois garder la supervision et le contrôle sur tout ce fonctionnement qui est quand même assez complexe de la formation des jeunes. Et tu as affaire à des jeunes joueurs qui deviennent de plus en plus exigeants pour essayer de les garder. Est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution, tu es là depuis quand même assez longtemps, l'évolution des mentalités? Donc je sais qu'il y a des joueurs de 12 ans qui ont des agents et qui sont assez influencés par leur entourage. Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose là-dessus? Oui. Quand j'ai commencé, il y a à peu près 17 ans, les joueurs dans lesquels on s'intéressait, je parle de la génération 91-92, les Calvete, les Lusala Bigen, les Saporito, ce sont des joueurs qui, quand on téléphonait à papa et maman, façon de parler, à 4h de l'après-midi, à 5h30, ils étaient là pour signer leur premier contrat. C'était une fierté. De pouvoir signer son premier contrat, c'était aussi la période où moi j'étais confronté pour la première fois à un départ Saporito, Anderlechtois, dont le papa est garagiste à 500 mètres du centre de formation qui part vers Werder Bremen, si mes souvenirs sont bons. Exact. Et donc depuis lors, tout ce paysage footballistique des jeunes a totalement changé. Et aujourd'hui, une discussion avec un joueur de parfois 12 ans, 13 ans, 14 ans, ça prend des semaines. Ils sont entourés d'accompagnateurs, et je vais rester gentil dans ma description de ce genre de personnages qui mettent la barre très haute au niveau sportif, au niveau accompagnement et malheureusement à bas âge aussi parfois au niveau financier. Donc moi j'ai dû m'adapter parce que moi je joue au football pour le plaisir. J'ai signé mon premier contrat avec Michel Verschuren sans même lire le contenu, sans se poser la moindre question. Et on est naturellement des décennies plus loin. Et aujourd'hui, ce monde footballistique des jeunes devient de plus en plus complexe. Et tu as été très très judicieux dans le choix du mot. Et donc il faut s'adapter, mais je croise les doigts et je pense et j'espère que la réglementation va un tout petit peu aller dans le bon sens et que d'ici peu, on pourra de nouveau travailler en toute quiétude, sans la pression de devoir s'inquiéter qu'un joueur de 10 ans, 11 ans, 12 ans nous quitte pour aller vers des concurrents belges et à 14, 15 ans, 16 ans vers l'étranger. Mais outre le règlement, est-ce qu'on n'a pas atteint le pire est-ce que le pire n'est pas derrière nous au niveau des départs vers l'étranger très jeunes?
Parce que finalement, et vous le présentez souvent aux parents, il y a un bilan de ces jeunes partis à l'étranger qui est catastrophique, et que quand même ça fait tourner, et que beaucoup de jeunes, maintenant qui ont 23, 24, 25 ans, qui sont partis à l'étranger, témoignent que effectivement c'était un mauvais choix. Charlie Moussonda, par exemple, qui a 25 ans, qui se retrouve au chômage dans quelques mois. Voilà, et ça c'est quand même un argument qui fait mouche, peut-être pas chez tout le monde, mais beaucoup, non ? Il fait mouche, mais pas chez tout le monde. Et donc, chaque année, Anderlecht perd 1 ou 2 top talents. Et pour nous, c'est délicat parce que ces top talents, tous nos entraîneurs, moi-même, savons, ça, c'est des gars qui, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vont jouer dans notre équipe première. Et donc, ceux qui connaissent mon bureau savent très bien que je n'ai qu'à me retourner pour montrer tous les gaillards qu'on a formés et qui aujourd'hui sont des stars du football européen, qui sont des titulaires dans l'équipe nationale belge qui est classée au numéro 1 du classement FIFA. Mais je me rends compte qu'il y a toujours des individus, des parents, qui choisissent l'option ou l'autre voie qui les mène vers l'étranger. Et à ce moment-là, il faut respecter des choix, et il faut les lâcher, et il faut les suivre d'un peu plus loin. Mais je pense pas qu'on ait déjà atteint le sommet. J'attends beaucoup encore de la fédération, de la Pro League et de l'UEFA, de la FIFA, pour un peu limiter ce genre de trafic à bas âge. Est-ce que la venue de Vincent Kompany et la situation du club fait que le club doit vraiment opter pour des joueurs de la formation ? Est-ce que pour toi c'est une bénédiction ? Le retour de Vincent, oui. Vincent a été formé chez nous. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai repris le rôle de directeur, c'est le premier joueur avec Anthony van den Borre que, purement par intérêt pour moi-même, pour me rendre plus fort dans la formation des jeunes, que j'ai interviewé, parce qu'ils avaient à ce moment-là 16 ans et demi, 17 ans, ils fréquentaient déjà les vestiaires et les terrains de l'équipe A. Donc oui, pour nous, ça a été une bénédiction, parce que Vincent connaît les vestiaires, connaît le football, connaît le développement de nos jeunes joueurs, connaît le profil des jeunes joueurs qu'on essaye de glisser vers l'équipe première. Et il en a aligné énormément. Donc ça a été une bénédiction pendant 2-3 ans. Et maintenant, Vincent est naturellement confronté à la réalité du jour. Ce sont 1, les difficultés financières du club, et 2, les résultats que tôt ou tard, un club comme Anderlecht se doit de réaliser. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est en train d'essayer de trouver le bon mix entre les meilleurs jeunes et quelques joueurs expérimentés pour retrouver naturellement la gloire qu'on a tous connue il y a trop longtemps. Mais qu'on reconnaîtra bientôt, j'espère. René, toi qui es près de l'équipe première, parce que tu es dans le staff des U21, est-ce que ça te rend heureux que des joueurs comme Yari, Anwar passent assez vite dans le noyau A ? Mais est-ce que ça ne déforce pas ton fonctionnement, enfin le fonctionnement du staff, je veux dire, parce que quand au plus jeune il monte, il faut reprendre des nouveaux jeunes pour compléter ton équipe. Comment est-ce que vous gérez tout ça ? D'un côté, on est naturellement content que au plus de joueurs qui passent, qui vont vers le premier, tant mieux pour le club. Mais le plus important reste naturellement que des joueurs qui font le pas, ça doit être vraiment le bon moment. On a aussi connu une toute petite période au début quand Vincent est arrivé, que il y en avait peut-être un peu de trop vite, peut-être pas le juste moment, et justement pour tenir cet équilibre-là, c'est important quand même de sentir quand est-ce que c'est vraiment le moment ou pas. Mais naturellement, il y a toujours des garçons qui font le pas plutôt que d'autres. Mais moi, je dirais l'âge n'a pas d'importance. Mais on n'est pas tous des Kompany, des Van den Borre, des Juri Tielemans. Et ça, c'est important pour que les jeunes comprennent ça, parce que j'ai un peu l'impression que pour l'instant, c'est que certains jeunes comparent très vite leur potentiel aux joueurs que je viens de citer, alors que nous, comme entraîneurs, nous savons très bien où est la différence. Nous, on est bien conscients que, et on le voudrait naturellement, que on ne sait pas ramener toujours des joueurs qui sont passés très 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 jeunes dans le noyau A. Et puis il y a les autres exemples qui ont dû se battre pour arriver, qui ont dû attendre un peu plus longtemps, peut-être comme un Leander qui a
qui s'est battu pour arriver là. Mais je pense que si ils prennent le temps, le bon moment, être patient et s'ils reçoivent leur chance, ils doivent être prêts. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que pas trop vite. Et Pas trop vite, mais juste au bon moment. À quel point la révolution de l'année prochaine avec les équipes en D1B ou D1 amateur, etc. Mais bon, Anderlecht est bien parti pour la D1B l'année prochaine avec ses U23. À quel point ça va être important pour ces jeunes, peut-être à la fois de jouer avec des pros et aussi de se mesurer à des joueurs de D1B, peut-être pas les plus sexy à leurs yeux, mais qui sont quand même de sacrés bons footballeurs et qui vont peut-être mesurer la différence et ce qu'il leur reste à apprendre. Enfin, moi, je pense personnellement que si on arrive à atteindre la compétition de 1B, je suis tout à fait pour. Justement parce que la différence, l'espace entre les espoirs et la première, c'est quand même encore un très grand pas. C'est encore un très grand pas. Et justement, pour préparer les jeunes, pour faire des matchs contre des adultes, il faut d'abord quand même passer par la 1B. Comme ça, on sait bien les préparer, les faire comprendre que la différence entre le foot jeune et le foot pro, c'est quand même une très grande différence. Et je sais que pas mal de gens pensent peut-être que 1B c'est pas vraiment mais moi je pense que il y a de très bons joueurs là-dedans. C'est une très très bonne compétition et je pense que ça sera vraiment comment je veux dire. C'est vraiment un plateau qui est idéal pour préparer les joueurs qui vont faire le pas prochain dans la première division. Leander, dans une autre intervention, m'a dit que ta personne, Jean, a été très influente pour lui parce que donc il était très près de René parce qu'il travaillait au quotidien et de ses coachs au quotidien. Mais toi, tu es intervenu à un moment où il était dans un creux, tu l'as appelé dans ton bureau et tu lui as dit, ouais, tu t'en souviens peut-être pas parce que tu as beaucoup de jeunes joueurs à qui tu parles, et tu lui as dit, écoute, Léon, c'est pas bon, mais je sais que tu peux le faire. Sois patient, continue à t'entraîner. Et il a dit que ça a été un moment vraiment clé dans sa carrière de jeune joueur pour faire ce pas parce qu'il était près de lâcher. C'est possible. Mais est-ce que c'est important d'avoir ce contact? Parce que René est sur le terrain, toi tu dois superviser, comme j'ai dit, tu dois rester un peu dans ta tour. Mais est-ce que c'est important de temps en temps aussi intervenir auprès de ces joueurs? Oui, je pense qu'un directeur d'un centre de formation, avec ses coachs et son staff, doivent se compléter. Eux, ils ont le travail au quotidien. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir un peu prendre du recul. Le staff n'a pas toujours les mêmes ambitions qu'un directeur qui doit veiller au bon fonctionnement, mais surtout à la protection de ces jeunes talents. Et si un jeune est dans une mauvaise période, bien entendu qu'à ce moment-là, ils ont besoin de soutien. Et quand le coach ne sait pas nécessairement leur donner ça, c'est peut-être mon rôle, tout comme c'est le rôle des coachs d'être peut-être à certains moments plus précis ou plus proche des joueurs que moi. Mais c'est qu'on se complète. Et si Leander s'en souvient, c'est bien, mais c'est quelque chose que je considère comme mon rôle d'essayer, surtout que Leander était un grand talent. Et certains, à certains moments, ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'un peu de guidance, de guidance pour atteindre leur meilleur niveau. René, toi tu les vois tous les jours, on connaît des exemples, des contre-exemples de jeunes qui partent trop vite, qui restent mais qui sont plus assez bons peut-être, enfin l'évolution est souvent très en dents de scie chez les jeunes. Est-ce que tu peux dire aux supporters maintenant qu'on peut avoir de l'espoir avec la génération qui arrive là maintenant? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de qualités qui arrivent? Je pense honnêtement que oui, mais il faudra, comme j'ai dit déjà auparavant, il faut être patient.
je peux pas croire que chaque joueur est prêt à rentrer dans la première équipe à 16-17 ans. Donc il faut un peu avoir la patience, et je pense que pour l'instant la première commence à tourner de mieux en mieux. Donc on voit des garçons comme Jari maintenant qui commencent vraiment à tourner à du 100%. Donc il a aussi besoin d'un petit moment de temps pour s'adapter, pour continuer à évoluer, parce que quand on a 18-19 ans, on n'est pas toujours tout à fait, on n'est pas complet. Il y a de l'expérience qui s'ajoute, et je trouve que maintenant de plus en plus on voit des joueurs comme Jari qui mettent vraiment leur cachet dans l'équipe, et je pense que il y a pas mal de jeunes qui sont en train d'arriver vers le Lottopark. Il y avait récemment l'équipe nationale U17 a joué un tournoi à 4 avec, je crois, l'Angleterre, l'Italie et la France, si je me souviens, ou l'Allemagne. Et les 2 meilleurs joueurs de l'équipe U17, c'était diffusion streaming. Et c'est pas que les Belges qui disaient ça, c'était les observateurs étrangers. C'était un défenseur, Ethan Butera, qui a été, je crois, élu meilleur joueur du tournoi, alors que la Belgique a fini dernière. C'est rare quand même que le meilleur joueur soit chez l'équipe qui a fini dernière. Et Julien Duranville, qui lui, par à-coup, a montré offensivement, lui. Donc voilà, c'est quand même 2... U16. C'était l'équipe, voilà, c'est U16. Voilà, c'est vrai. C'est ça, le tournoi en France, ouais. C'est quand même 2 joueurs, entre autres, parmi d'autres, mais qui théoriquement doivent arriver un jour et rapidement en équipe nationale. Équipe première, pardon. Ouais. Enfin, j'aime pas trop de citer toujours des noms, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est déjà très difficile de tenir tout le monde au calme. Mais eux ont signé pro, donc c'est ça que je me permettais de les dire. Eux, ils sont déjà là. mais quand même, c'est vrai que, entre autres, ces garçons-là, mais je suis quand même encore toujours prudent quand on parle vraiment déjà des noms maintenant, parce que mon expérience me dit quand même que entre 18 et 20 ans, il y a quand même encore beaucoup de choses qui évoluent. Et là, on voit souvent... dans ma carrière que j'ai à Anderlecht, j'ai déjà vu beaucoup de talents à 16 ans, à 17 ans, équipe nationale, tout ce que vous voulez, mais et qui quand même ne vont pas faire le grand pas. Alors je suis prudent, mais naturellement les noms que vous venez de citer, c'est deux éléments qui ont naturellement beaucoup de qualités, et j'espère que le reste va suivre, que, comme je dis souvent, qu'ils sont assez patients et de continuer à travailler, si le jour est là pour que ils sont appelés pour la première équipe qui seront prêts. D'ailleurs, on va parler encore de tournois et de championnats. 2 minutes, mais je voulais revenir chez Jean. Est-ce que pour nous, pour le Sporting, finalement, ce qui fait la différence pour les garder, c'est le programme Purple Talents, qui permet à chaque joueur, j'explique vite, pour ceux qui nous écouteront, nous regarderont. Purple Talents, c'est qu'on donne à chaque joueur qui est dans le programme de l'élite la possibilité d'avoir un enseignement sur mesure, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir plus s'entraîner et étudier en même temps et avoir un diplôme. Romelu Lukaku était le premier, je pense, à suivre ce programme qui est très dur. D'ailleurs, il m'a dit, et ça il y a longtemps, il m'a dit que grâce à ce programme, ça l'aidait mentalement à garder son équilibre, parce qu'il dit, quand je m'entraînais avec l'équipe première, avec des De Schacht, avec des grands Juas, Proto, etc., je savais que l'après-midi je pouvais aller à l'école, et là je pouvais parler Facebook, filles, musique, etc. Donc pour lui c'était vraiment un élément qui lui a permis de rester stable dans sa tête. Est-ce que c'est un argument auprès des parents et de l'entourage ? Le premier argument pour rester au Sporting Club d'Anderlecht, c'est le talent du joueur même. Et nous, on a pensé à 2 choses. 1, je ne peux jamais promettre à un jeune joueur de 10, 11, 12 ans qui sera professionnel. Je peux promettre aux parents que s'il fait des efforts, il aura un diplôme scolaire, tout en ayant une formation élitaire chez nous. Naturellement, ce programme nous a aussi permis d'augmenter considérablement le nombre d'heures d'entraînement. Je me souviens quand j'étais entraîneur U17 et René était entraîneur U19, on s'entraînait 4 fois par semaine le soir. Je me suis rendu compte, impossible d'amener des joueurs au plus haut niveau. Et nous jouions la Champions League
quasi chaque année si on ne parvient pas à augmenter les heures de travail. Et à ce moment-là, le projet Purple Talent, c'est collaboration avec les écoles francophones, néerlandophones sur le territoire anderlechtois. Qu'on salue d'ailleurs parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Qui font énormément d'efforts, tout comme notre cellule pédagogique. C'est un atout pour attirer les jeunes joueurs, pour les garder chez nous et pour en être fiers. Et je suis très content que Romelu en parle comme étant une structure où un jeune peut se retrouver à côté de garçons et de filles de son âge qui ne pensent pas toute une journée au football, et que d'autres garçons qui aujourd'hui ne sont pas professionnels ont atteint l'architecture, ingénieur, et qui nous disent que grâce à cette structure rigide, à l'UNIF, ils ont survécu. Donc c'est un double rôle, bien entendu un rôle pour les amener vers le professionnalisme footballistique, mais en faire des êtres humains avec un tout petit peu de cervelle. Enfin, des bons ambassadeurs pour Anderlecht, Bruxelles et notre pays. René, est-ce que ce programme parfois n'entrave pas ton travail? J'explique. Souvent, je sais comment ça va, ayant été très près de ces équipes pendant 10 ans. Le dimanche, il y en a 2 qui se blessent en équipe A et le coach de l'équipe A qui est jugé sur le court terme, gagner, perdre, etc. Vient te voir et dit voilà, je veux deux nouveaux U21 pour rejoindre les entraînements de l'équipe A, ce qui chamboule tout leur programme école, etc. Ton équipe aussi. Est-ce que c'est pas difficile de gérer tout ça? Difficile, on doit être flexible, mais pour nous c'est simple et c'est clair, c'est que la première est toujours priorité. Je pense que c'est tout à fait logique et normal. Donc, si maintenant Vincent a besoin de 3 autres ou 4 autres joueurs pour faire un entraînement, pour préparer son match du week-end, je pense que ce n'est que logique que ça se fasse. Donc, mais nous, on est flexible et en août, parfois, on a un planning et on doit un peu s'adapter en fonction du nombre qu'on a encore. Mais je pense que ça peut pas être ça n'est pas du tout un problème et je pense que pour moi c'est une logique et on a toujours connu avec tous les entraîneurs que j'ai travaillé auparavant, si c'était Frankie ou Van den Brom. Il faut s'adapter. Et je pense que ça fait partie de notre rôle. Donc voilà, il faut quand même une certaine humilité pour être coach à Anderlecht. Christophe, toi qui suis le football de très près, national, international, comment est-ce que notre académie est-elle jugée à l'étranger? Moi, c'est étonnant de voir. Moi, je suis dans le métier depuis une quinzaine d'années et forcément, ça correspond au moment où Anderlecht a grandi au niveau des jeunes. Et c'est étonnant de voir vraiment à quel point j'ai déjà reçu des appels de journalistes français, de journalistes néerlandais qui parlaient de cette académie d'Anderlecht en disant vraiment... c'est étonnant, quel est le travail qui a été fait, etc. Parce qu'on voit, par exemple, il y avait un journaliste de La Voix du Nord, qui est le journal qui suit beaucoup le LOSC, Lille, et qui m'avait appelé parce qu'il voyait qu'il n'arrivait plus facilement à prendre beaucoup de talents belges, alors qu'avant, on sait, ils ont pris Miralas, ils ont pris forcément Eden Hazard et d'autres, et qu'ils parlaient, et alors on leur avait expliqué dans l'article que Anderlecht, effectivement, prenait beaucoup de jeunes, avait une supervision sur tout le pays, parce qu'on parle beaucoup d'Anderlecht de Bruxelles, mais il y a des jeunes de tout le pays qui sont là très doués. Et donc, vous voyez, on voit que c'est reconnu. Et alors, le dernier point, c'est important, c'est que les journalistes belges et autres reconnaissent facilement j'aime pas dire le produit parce que c'est des êtres humains, mais la formation anderlechtoise. C'est vrai que tous les joueurs, que ce soit un défenseur, un gardien de but, un attaquant, même s'il y a peu de gardiens de but, mais ils ont une technique, vraiment. La technique est là, à l'Anderlechtoise. On parle souvent des résultats à l'Anderlechtoise et tout, ça a un peu disparu. Enfin, le foot a beaucoup évolué, mais rien à faire. La technique anderlechtoise, même chez un garçon comme Don Donker, qui n'est pas considéré comme le joueur absolu, technique, etc., on sent, qui est, voilà, justement, j'en bouge la tête, mais on sent qu'il y a cet écolage technique qui est là pour tous les joueurs. C'est pas juste Tielemans et Lukaku, tous les joueurs. Et ça, c'est beau, je trouve, d'avoir un fil conducteur chez les joueurs d'Anderlecht comme ça. Voilà, des beaux compliments. D'ailleurs, en parlant de compliments, je demande à la régie de faire passer la citation de Massimo Bruno. Je me rappelle, par contre, d'une réunion avec lui, où le moment où on doit monter, s'entraîner avec l'équipe première, quand John Van den Brom arrive, et on est 5 jeunes joueurs, on s'entraîne avec l'équipe. On a eu une réunion avec lui où il nous a un petit peu mis la pression, dire voilà,
on a une grosse responsabilité, on doit tout donner. Il y a peut-être certains qui resteront pas, d'autres qui redescendront. Voilà, donc il fallait tout donner. Et par contre, après, dans mon cas, en tout cas, quand j'ai réussi à percer en équipe première, ça se voyait qu'il était hyper fier et hyper content. Donc non, quelqu'un de très très professionnel et qui je pense a de très très bonnes idées. S'il a été là autant d'années, je crois que c'est parce qu'il est tout bon. Et donc après, on a une super bonne relation aussi, beaucoup plus tranquille quand j'étais en équipe première. Voilà, lui c'est Jean Kindermans. Cette exigence, est-ce que c'est ça la clé de notre succès au niveau de la formation? Tout d'abord, ces jeunes joueurs ont une mémoire phénoménale. Mais tu vois comme c'est quand même, c'est des jeunes, hein, donc ils n'oublient pas. C'est des moments clés dans leur vie. Mais je pense que tout comme René ici en face de moi, tout comme des Stéphane Stassin qui travaille au quotidien avec les jeunes joueurs, on a ce gros avantage d'avoir vécu les vestiaires anderlechtois, où on était entraîné par des Paul Van Imst et des Polit van den Bos et des anciens joueurs anderlechtois qui avaient connu le meilleur niveau. Et donc, je pense qu'on a tous été éduqués avec ce degré d'exigence qui nous a jamais quittés. Et donc, il est vrai que pour survivre la formation anderlechtoise et pour survivre les vestiaires, oui, il y a une pression indirecte, oui, il y a une pression invisible, et ce sont que les plus forts qui survivent. Et quand, comme Massimo vient d'expliquer, ils peuvent faire le premier pas, ou le dernier pas plutôt, vers l'équipe première, là, on les prépare mentalement à être exigeants. Mais ce que moi je me souviens surtout de lui, c'est ce fameux centre sur la tête d'Embocani. Et ça restera brûlé dans ma mémoire footballistique. Et donc, si jamais on en fait un NFT, je suis candidat acheteur. Mais ce but-là nous a qualifiés pour la Ligue des Champions d'ailleurs, contre Limassol. Parce que justement, Massimo Bruno parlait d'exigence, que vous lui disiez, maintenant on va être exigeant. Alors là, évidemment, il a directement renvoyé 15 millions d'euros, hop, directement. Il a directement renvoyé l'ascenseur, y compris le message. Alors, René, je t'ai dit, j'ai téléphoné quand même 2-3 personnes. Mais unanime, tout le monde très positif. J'aimerais que tu me racontes l'anecdote du tournoi à Vierzon, Vesoul, le soir, avec Jacques de Bock, où tu as envoyé tous les jeunes aller dormir. Et vous êtes tombé sur un film. Et vous vous êtes dit, je vais checker les chambres parce qu'ils pourraient regarder le même film, les petits jeunes, qui avaient 15-16 ans. Tu te rappelles? Tu peux raconter. Ouais, c'est chaque fois que je tapais au portier les joueurs, il y avait toujours à la télé, il y avait toujours du football. Lyon-Guingamp, on m'a dit. et je me disais quand même que, tiens, alors que dans notre chambre, il y avait XXL. Oui, la chaîne XXL, donc des films adultes. Donc des films adultes. Et là, je me disais quand même que, tiens, ça, je suis quand même une fois curieux de voir qui y avait un peu quelques-uns qui... Et bon, voilà. Et non, il faut tout dire. Tu es sorti. Non. T'as monté c'est-à-dire que dans notre chambre, il y avait une fenêtre et ça donnait sur le toit d'un supermarché. Mais on voyait comme ça dans toutes les autres chambres. Et comme ça, j'ai une fois été voir et bon, bien sûr que ce que je me doutais bien qu'il y avait quand même des petits filous dans le groupe déjà et entre autres, donc j'avais vu qu'un joueur n'était pas en train de regarder du football. Donc voilà. Et puis le lendemain, quand je me suis au petit déjeuner, bonjour, ça va les gars, oui. Alors, c'était une certaine fille qui avait des crollettes et ça, et je posais la question. Une avec des bigoudis. Une avec des bigoudis, voilà. Et alors, j'avais posé la question qu'est-ce qu'il pensait de la coiffure avec des bigoudis. Ouais. Quand j'ai vu la figure du joueur, c'était fantastique. Mais ce qu'il veut justement, c'est quand même, c'est cocasse comme anecdote, parce que il faut quand même toujours se rendre compte que c'est au fond des adolescents, des enfants encore souvent, et que parfois il faut un peu lâcher du lest pour les préparer
Parce qu'ils font énormément de Au plus grand sacrifices tour, quand même. ouais. Ils font C'est beaucoup vrai. de sacrifices Bien par sûr, rapport à une bien sûr, adolescence normale. Oui, bien sûr, mais bon, ça reste des jeunes garçons, mais je pense que mon caractère, c'était plutôt, ça se passait toujours bien. Allez, Tolérant. Pardon? Tolérant. Tolérant, mais ouais. sévère aussi, hein, parce que j'ai entendu. Ouais, mais Parfois, il faut quand même aussi, c'est aussi un peu mon caractère et je sais que de temps en temps, une fois avec une petite blague, faut lâcher du lait. il faut lâcher, voilà. Ça ne doit pas toujours être stressant non plus. On va bientôt conclure, mais j'aimerais revenir à ce tournoi prestigieux de Viareggio que tu as remporté comme coach. Yeah. Oui. J'aimerais que tu racontes, parce que là, il faut d'abord dire ce que c'est le tournoi de Viareggio en Italie. Le tournoi de Viareggio, c'était un peu le tournoi référence à l'époque. Il n'y avait pas encore la Youth League comme maintenant. Donc pour nous, c'était toujours, on avait toujours la petite remarque de dire que si un joueur, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il peut atteindre le niveau de Viareggio, parce que j'ai quand même fait, je pense, 10 ans, j'ai été à Viareggio comme adjoint souvent et à ce moment-là, je crois que c'était en 2013, si je me rappelle bien. Bon, comme chaque année, on a été à Viareggio et souvent on est éliminé dans le premier tour. Et puis à ce moment-là, ici on passait le tour des poules. Et puis c'était les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales. Et bon, à ma grande surprise quand même, on a quand même battu le grand AC Milan par 3-0. Donc mais on avait une belle équipe aussi. Qui était le coach de Milan, tu te rappelles? La première année, je sais pas. Mais la deuxième année, tu as atteint la finale aussi. Et qui était le coach là, que tu as perdu, qu'on a perdu, qui a dit que tu étais un grand mister. Non, mais c'est quand même. Mais lui était c'est pas rien, non? Non. Voilà. Alors, j'aimerais de conclure avec un dernier, enfin il y a encore une dernière question après, avec un dernier témoignage d'Hubert Lemaire, l'entraîneur physique des jeunes depuis qu'on existe, je pense. C'est vrai qu'on a fait ensemble le tournoi de Croix qu'on a gagné, le tournoi de Ploufragan qu'on a gagné, le tournoi de l'Ajax Amsterdam, la Future Cup qu'on a gagné. Et alors surtout, il a gagné Viareggio, qui reste pour moi un tout grand tournoi. C'est quand même le berceau des tournois là en Italie. Et il a gagné 3-0 contre l'AC Milan. L'année d'après, j'avais la chance d'être avec lui. On a été jusqu'en finale, je crois, avec une équipe que tout le monde voyait éliminer au premier tour. Donc il a sorti le grand numéro, sa baguette magique comme d'habitude. Et on a été battu qu'après prolongation par le célèbre allenatore Pippo Inzaghi. Je vois encore Pippo Inzaghi venir serrer la main de René en lui disant « Mister, top ». Et pour tout ce que tu as fait, donc voilà. Et je crois que c'est vraiment un mister. En Italie, ils le considèrent vraiment comme un entraîneur à succès. Moi, je peux te dire que j'ai vu des articles de presse sur lui le lendemain du tournoi de Viareggio, le lendemain des matchs. Et chaque fois, c'est Mister Peters. Voilà, ça te fait quoi? Ça me fait plaisir, mais bon, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément. Hubert, ça reste, il est pas né à Anderlecht, mais lui, il fait partie de la famille. Ouais, lui c'est le top dans la préparation physique. Chaque année, chaque fois que j'ai travaillé avec lui, on avait toujours des équipes qui étaient physiquement au top. D'ailleurs, s'il parle, il a quand même cité quelques beaux tournois, la Future Cup là, et Viareggio. Mais je me rappelle, Viareggio, je crois on a joué 7 matchs en 16 jours. Donc c'était tous les 2 jours, on jouait un match de 90 minutes.
tous les 2 jours. Donc, et quand je voyais la forme du groupe, c'était vraiment impressionnant. Donc, je pense que c'était un monsieur qui est top, enfin déterminant pour le club. Déterminant et lui, c'était un fan, c'était un mauve des mauves aussi. Donc, et nous sommes tous les 2 très fiers de travailler pour Anderlecht. Est-ce que, juste dernière question, enfin j'en ai une petite dernière après, mais soit, est-ce que c'est pas ça une des clés de notre succès, c'est qu'au club, il y a des gens, quelle que soit leur fonction, j'en fais partie, je trouve, qui sont tellement amoureux du club, qui seraient prêts à tout faire pour le club, parce que René, s'il avait 20 ans de moins maintenant, il pourrait aller à Newcastle chez les jeunes, il pourrait aller... Comme on voit ça souvent, même chez nous, on a des coachs hollandais maintenant, des gars qui nous viennent de Grande-Bretagne, etc. Donc avec cette internationalisation. Mais est-ce que c'est pas ça la clé du succès, des gens qui restent longtemps chez nous ? Je crois que nous, on a l'avantage ou le désavantage d'avoir connu Anderlecht comme une grande équipe européenne, années 70, années 80, avec un revival dans les années 90 en Champions League. Et on est des passionnés. Et René a habité Bonaire, c'est à 5 minutes d'Enirpeet. Moi, j'ai habité 21 ans Prince de Liège, c'est à un quart d'heure d'Anderlecht. Donc, on est des mauvais blancs. Moi, j'habite toujours à Bruxelles. Dans l'âme. Et donc, ce degré de passion pour le club, on le transmet aux jeunes joueurs et on le transmet à travers le savoir qu'on essaie de leur apporter. Et de l'extérieur, tu t'en penses quoi ? Oui, vraiment, surtout que moi je ne suis pas bruxellois, et vraiment on sent qu'il y a cette, on dit belgitude, je ne sais pas si on peut dire une bruxellitude, voilà, il y a la zouance un peu. Évidemment, chez les joueurs, c'est différent. Mais on sent que c'est Anderlecht, il y a le mauve partout, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu différent, mais je voudrais juste en profiter pour le signaler. Parce que je fréquente d'autres clubs, je vois d'autres clubs, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose en Anderlecht qu'on ne voit pas souvent et qui est vraiment remarquable, qui pourrait paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas pour moi. C'est que tous les joueurs, ils vous croisent, ils ne vous connaissent pas, ils vous disent bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et je trouve qu'il y a une politesse des tout petits jusqu'à un U19, etc. Ils vous disent tous bonjour monsieur. Et je trouve qu'on sent qu'il y a une éducation aussi qui est demandée, qui est exigée sans doute aussi, apprise dès les plus jeunes âges. Et ça, c'est rien un bonjour, mais je trouve que c'est un signe qui est aussi important et qu'on reconnaît à Anderlecht. C'est le code de conduite. Voilà. Et on est très souvent félicité par des adversaires pour justement cette fameuse politesse. Moi, j'appelle ça de l'éducation fondamentale qu'on essaye de maintenir dans le centre de formation, ce qui n'est pas toujours évident. C'est vrai, mais pour l'instant, ça tient parce que c'est agréable à entendre de petits gamins comme ça. Voilà, dernière question, et puis je vais me taire. Vous pouvez chacun faire un message pour son avenir immédiat à Jari Verscharen. À Jari Verscharen, je dirais qu'il retrouve sa confiance qu'il avait en lui quand il était dans le centre de formation. Je sens aujourd'hui un joueur qui est un peu tendu, qui est un peu sous pression, alors que quand il a atteint le niveau de l'équipe A, c'était le gaillard qui, avec un centre à l'Antwerp sur la tête de Bolassi, nous a percuté en play-off, où on a joué 10 matchs et où il était, je ne vais pas dire 10 fois, mais 8 fois le meilleur Anderlechtois. Et ce Jari, malheureusement, après 2 grosses blessures, je sens qu'il n'est pas très loin de ce niveau-là. Et donc, je pense que la deuxième partie de saison, il va remonter cette petite pente et ces derniers escaliers qui le séparent du vrai patron Anderlechtois. Je me rappelle, j'ai eu Jari chez les U17 alors que lui il était U16. Il a rejoint notre groupe, je pense, le mois de mars, juste avant les playoffs de notre championnat. Et dès le moment qu'il avait joué avec les U17, j'avais dit, celui-là, il ne retourne plus chez les U16. Et comme M. Kindermans vient de le citer aussi, j'ai surtout envie de revoir ce Jari-là. Il a un potentiel énorme. Il est très fort au ballon. Il a de la vista.
Et je pense que je trouve que le dernier temps, il est à nouveau de mieux en mieux et on sent très bien que Jari, je pense qu'il va rester, qu'il va plus perdre sa place et qu'il va vraiment être le leader du Sporting futur. Donc Christophe, il doit rester au moins encore une saison. Oui, clairement. Ni pour Anderlecht, ni pour lui, ce serait le bon moment pour partir. Moi, je l'appelle Harry Potter, parce que je trouve qu'il a ce côté contrôle magique, vraiment. Il a le contrôle toujours orienté, qui est tourné déjà vers le but. Et rien que ça, je trouve, c'est un spectacle. On parle souvent peut-être on parlait des grandes heures d'Anderlecht dans les années 70-80, mais parfois par des petites choses comme ça, un petit pont, etc. Parfois, il y a eu Mathias Suarez, qui n'était pas de l'école anderlechtoise, mais qui mettait... Et alors, ça fait vibrer le public. Et je trouve que à Anderlecht, pour l'instant, les contrôles de balles de Jari Verskaren, c'est un régal vraiment, et il faut en profiter en plus tant qu'il est là. Voilà, alors on va conclure sur autant de sagesse. Merci beaucoup, merci René Peters, merci Christophe Ranken de la dernière heure, et merci Jean Kindermans, l'architecte de la formation des jeunes. Merci beaucoup.